De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus au jeudi anthropologie et nous retrouvons notre expert des humanités classiques africaines, Nusire Kalala Omotunde, qui nous revient d'un long séjour en Afrique d'ailleurs, où il a été justement, on va dire, comment on peut dire ça, professeur? Je dirais agréablement reçu. Voilà. Très bien. Grande famille, ça c'est important de le souligner. Effectivement, j'ai eu l'opportunité d'aller dans plusieurs pays, le Sénégal, le Bénin, le Mali. J'ai aussi fait quelques escales au Togo, en Côte d'Ivoire entre autres. Et c'est vrai que moi j'ai voulu utiliser déjà ce grand moment pour un grand espace, ouvrir un espace de discussion avec la jeunesse du continent africain. Parce que c'est une jeunesse qui est dynamique, c'est une jeunesse qui a vraiment beaucoup d'espoir en l'avenir. Et la chose, c'est qu'elle a besoin de pouvoir optimiser sa réflexion, mieux comprendre un certain nombre de choses. Et puis, nous aussi, on a besoin de comprendre un petit peu où elle se situe aujourd'hui par rapport à notre jeunesse caribéenne, où en sont les choses. Il y a beaucoup de choses qui bougent d'ailleurs au niveau de la Caraïbe. Vous voyez que, par exemple, il y a des partenariats qui se font entre les pays de la Caraïbe et les pays africains au niveau des businessmen, notamment pour les compagnies aériennes. Je pense à la Barbade, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent parce que aujourd'hui, il y a cette dynamique qui se crée, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà un peu initié avec Thabo Mbeki à l'époque où il était président de l'Afrique du Sud, c'est de rechercher dans la diaspora des compétences, de rechercher sur le continent des compétences dans tous les domaines, des compétences assez abouties, de manière à faire en sorte qu'on puisse compter sur ces compétences pour organiser à grande échelle le développement du continent africain. Et là-dessus, il y a une donnée qui est importante, c'est de ne pas faire des Africains hors sol, c'est-à-dire faire des gens enracinés dans leurs humanités classiques africaines, dans les réalités aussi géopolitiques et économiques. Et c'est ce qui manque pour le moment au niveau du continent. J'ai eu beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Autrement, je dirais, j'ai fait des milliards de selfies parce que c'est impressionnant de voir comment finalement les gens vous reconnaissent, même en pleine nuit. Dire, mais vous êtes monsieur Omotunde, c'est vous, Sœur Kalala. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de prendre le temps. Et je remercie vraiment tout le monde. Je remercie tous ceux avec lesquels j'ai passé du temps. Je remercie vraiment toutes ces personnalités que j'ai rencontrées, puisque j'ai eu la chance de rencontrer aussi des responsables de gouvernement. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des responsables pédagogiques, des recteurs, des vice-recteurs, de passer du temps dans des discussions sérieuses, constructives, de manière à expliquer un peu l'enjeu des humanités classiques africaines et comment il faut aussi sortir du moule. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse ces sessions économiques, sécession politique et autres, mais la sécession pédagogique, il faut pouvoir la faire. C'est-à-dire, il faut avoir un corpus de connaissances transmises dans l'univers pédagogique à tous les échelles, de la maternelle jusqu'aux grandes écoles, qui soit arrimé aux humanités classiques africaines. Il faut arrêter de faire la promotion des humanités classiques européennes, surtout le monde noir d'une façon générale, mais sur le continent. Alors, maintenant, la chose, c'est que les matériaux africains sont beaucoup plus avancés que les autres matériaux. Et il faut faire la démonstration, il faut l'expliquer, le réexpliquer. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir aussi avoir des rencontres privées avec des responsables pédagogiques de haut niveau et faire la démonstration comment dans le tissu africain, il y a des algorithmes mathématiques, il y a des symétries bilatérales, des symétries radiales, voir comment, à partir de là, on peut concevoir une recherche très avancée qui va aboutir à l'ordinateur quantique, aussi au mode binaire informatique. C'est de tout cela, c'est-à-dire apprendre à regarder le matériau différemment, c'est-à-dire sortir du champ de la culture basique et rentrer dans le champ de la science. Et de comprendre qu'il faut ouvrir le dialogue aussi avec donc, les traditions anciennes de l'Afrique, avec les Dogons, avec les Bozo, avec tous ces peuples-là, parce qu'il y a en leur sein des sciences, des connaissances qui sont extraordinaires. Je vous prends un exemple. Je discutais avec aux responsables sur le fait que l'art africain, c'est de l'art sacré. D'accord ? Donc, c'est de l'art sacré. Donc, ce qui veut dire que ce qui est recherché dans l'esthétique de la réalisation de l'œuvre, d'une façon générale, c'est une qualité vibratoire. Et pour obtenir cette qualité vibratoire, il y a une chose que peu de personnes sachent, c'est qu'il y a du métal, il y a des minerais stratégiques dans l'œuvre. Et ces minerais stratégiques permettent donc d'activer les énergies et de faire vibrer à haute intensité l'œuvre. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate ? Le choix des minerais correspond exactement aux minerais que vous avez dans une carte mère d'un ordinateur. Ça veut dire que l'Afrique a déjà compris
que des minerais sont conducteurs d'énergie bien avant qu'on invente des cartes mères, de téléphones portables ou de téléviseurs. Et la chose, c'est que le fait d'avoir regardé ça comme une simple œuvre d'art, on n'a pas vu qu'il y avait quand même une dimension scientifique avancée dans la réalisation de l'œuvre et qu'il y avait déjà une analyse de la conductibilité des métaux, au-delà du fait qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, avec ses forgerons, elle a quand même bâti ce qu'on appelle les outils de médecine. Si on parle de bistouri, si on parle de cathéter, si on parle de tout ça, c'est parce qu'il y avait des forgerons pour réaliser tous ces objets. Hein, c'est pas simplement faire couler le métal pour, je dirais, faire des tables et des chaises. Il y a aussi le fait que ce savoir-là au niveau du forgeron, qu'on retrouve beaucoup dans la tradition spirituelle africaine d'une façon générale, a servi à faire des outils très aboutis, très sophistiqués, de manière à pouvoir faire des opérations. Et beaucoup d'explorateurs ont parlé d'opérations faites avec des outils. C'est pas pour rien que l'Afrique est le berceau de tout ce qui est outils en matière de chirurgie, d'une façon générale, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le fait de regarder l'œuvre comme une simple œuvre et de ne pas voir la technicité, la technologie qu'il y a dans l'œuvre pour lui donner sa dimension sacrée, ça fait qu'on prend du retard bêtement parce qu'on est en avance sur les autres. Mais qu'est-ce qui fait que le regard n'est pas africain? Parce que la formation n'est pas africaine. C'est-à-dire, vous avez un gars qui n'a rien à voir avec l'Afrique, qui vous pond un programme scolaire et qui vous raconte des histoires de Robert Debout, que oui, les gens sont venus, ils ont fait une œuvre d'art, les Dogons et compagnie, ils ont fait une œuvre d'art qui sert à ça. Mais l'œuvre d'art elle-même, c'est une œuvre d'art sacrée. Donc ça veut dire qu'il y a une obligation de monter à un niveau d'énergie. Et ce niveau d'énergie, ça implique aussi une connaissance des qualités vibratoires et de conductibilité des métaux et des minerais stratégiques. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir expliquer et réexpliquer parce que c'est important dans la mesure où, normalement, disposant de ces métaux stratégiques, l'Afrique pourrait très bien être leader en matière de cartes mères. Parce que toutes ces cartes mères ont besoin de l'or, ont besoin de tous ces métaux pour pouvoir faire les gens font des cartes mères, ils n'ont pas le métal. Nous, on a le métal, on n'est même pas au courant que les œuvres d'art que nous avons sont déjà des cartes mères à ce niveau-là, dans la conductibilité de l'énergie qui passe dans la statue. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'il faut... C'est un petit peu... Moi, j'ai beaucoup aimé une jeune femme. Je l'ai regardée à la télévision. Elle a été interviewée après une conférence que j'ai faite. Et elle a dit, en fait, venir à la conférence de monsieur Omotunde a été pour moi le fait de faire une mise à jour de connaissances. Et c'est là que je me suis dit, mais effectivement, elle a raison. La chose, c'est qu'on fait des mises à jour de tout. Hein, on met à jour le logiciel, on met à jour l'ordinateur, on met à jour le téléphone portable. Pourquoi les connaissances ne rentrent jamais dans un processus de mise à jour? C'est-à-dire avoir un regard totalement différent, totalement novateur, beaucoup plus fin, beaucoup plus abouti sur des réalisations qui sont simplement perçues comme culturelles. Donc c'est tout cela, avec les démonstrations qu'il y allait derrière, montrer comment des grandes universités à travers le monde théorisent sur ces choses-là et que la chose, elle est vue simplement comme un bout de chiffon. Alors qu'il y a une vraie réflexion sur une dynamique quantique qui est réalisée à partir de l'œuvre, de la structure de l'œuvre, dans d'autres cieux. Et donc, c'est tout ça. Mais quand vous arrivez avec votre regard nouveau, comment c'était perçu? Ils l'ont bien pris, parce que vous venez leur apprendre des choses sur leur culture. Vous savez, en fait, la réalité, elle est assez simple. Hein, quant au fond, c'est-à-dire tout dépend du système de réflexion que vous utilisez pour penser votre réalité. Nous, on dit humanité classique africaine, c'est-à-dire le système de réflexion est africain. Donc, quand on regarde l'œuvre, on voit tous les champs et tous les univers qui sont connectés dans la réalisation d'une œuvre ou d'un objet, d'une façon générale. Mais la chose, c'est que lorsque vous êtes dans le paradigme occidental, le paradigme occidental, c'est un paradigme réducteur. Vous voyez, c'est très réducteur. On essaie de cloisonner les choses de manière à faire en sorte de voir la chose dans son principe le plus désuet. Et c'est ça qui fait que, à partir du moment où on va utiliser ce système de réflexion, on n'en voit pas l'intérêt. Et c'est valable pour les sciences économiques. C'est valable aussi pour la question de la monnaie. J'ai fait des démonstrations sur Nous avons inventé l'argent. Le modèle africain dans le système monétaire n'a jamais été dépassé. Mais la chose, c'est que voilà des choses très particulières liées à la réalité de la présence de certains minerais africains qui fait que la logique des pièces de monnaie dans le monde aujourd'hui suit tout simplement la quantité de minerais qu'il y avait sur le continent africain à l'époque, puisque c'est là que les gens ont vu ça pour la première fois.
Donc, après, on raconte aux gens des histoires de... Oui, l'Europe n'a pas de minerais stratégiques dans son sous-sol. Il n'arrête pas de le dire, là, en ce moment. Donc, comment l'Europe serait à l'origine de quelque chose alors qu'elle n'a même pas la matière première dans son sous-sol? Ce qui m'amuse en ce moment, c'est qu'on a les Européens, et la France en particulier, qui parlent justement de reconstituer leur force énergétique autour du nucléaire, qu'ils avaient un petit peu délaissé. Ils parlent d'autonomie, justement, d'autonomie énergétique. Et je trouve ça un peu bizarre de dire ça, puisqu'ils n'ont pas d'uranium. Ils ne produisent pas d'uranium. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, au moins le changement d'air montre à quel niveau d'altitude tout le monde planait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que si ça fait depuis des années que je le dis, hein, et les réalités, les masques tombent de plus en plus, hein, les rideaux tombent aussi, vous voyez en fait que les gens planent à des niveaux d'altitude. Vous vous demandez, mais c'est quoi qu'ils boivent, c'est quoi qu'ils fument pour raconter de telles inepties? Le gars va faire un développement énergétique sur une matière première qu'il n'a même pas. Bon, il va jouer sur quoi? Sur le fait de garder en captivité le pays qui va lui fournir cette matière première. Mais le gars, il rêve ou quoi? Le monde a évolué. Il y a les BRICS aujourd'hui. Il y a beaucoup de partenaires financiers qui offrent bien plus que ceux... La France est dans des difficultés pour arriver même à... Vous allez voir, payer même les salaires des fonctionnaires à la retraite, ça va être bientôt un problème. Vous avez d'autres pays qui sont à des, je dirais, à des performances économiques relativement intéressantes et relativement pertinentes dans les relations avec l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la relation Europe-Afrique, c'est une relation qui n'est pas donnant-donnant. Ça, on l'a bien compris, c'est-à-dire qu'on a un petit voleur qui se prépare à venir voler ce que Dieu a donné aux Africains. Vous voyez, parce que c'est quand même très étrange de dire que il n'y a pas de texte sacré, il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout ça. Mais en attendant, tout ce qui est plus important dans l'histoire de l'humanité, c'est en Afrique que c'est. Hein, je dirais que ce soit la faune animalière, que ce soit la grandeur des espaces pour avoir des champs énormes pour faire des cultures sur des milliers, des milliards d'hectares de terre. C'est quand même le continent africain qui est l'enjeu stratégique de tout cela. Donc, qui fait que il faut que le regard de cette jeunesse, et je peux vous dire que moi j'ai été très très impressionné, j'ai été dans des villes, j'ai jamais vu autant d'enfants dans une ville, j'ai été très très marqué, j'ai vu des jeunes, mais j'ai jamais vu autant de jeunes. C'est le continent le plus jeune du monde. Non seulement c'est le continent le plus jeune du monde, mais c'est le fait de... Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être avec les jeunes, de partager leur journée, de voir... Vous voyez, bon, par exemple, moi je sais par exemple que quand je suis ici et que je regarde la mer, de l'autre côté, le jeune sénégalais, il fait du surf. Parce que j'ai été là-bas, je suis rentré dans l'eau avec lui, j'ai vu les choses, donc c'était très intéressant. Maintenant, j'ai vu aussi que beaucoup d'enseignants, beaucoup de responsables pédagogiques, de recteurs, de vice-recteurs, enfin d'organismes pédagogiques, attendent justement cette réflexion un peu nouvelle, parce que tout le monde prend conscience qu'il va falloir changer de modèle. Et la chose, c'est que le but du jeu, c'est pas de faire avec l'extérieur, mais c'est de ramener aussi dans la dynamique toutes ces intelligences africaines dans ces différents domaines, hein, puisque l'Afrique a beaucoup de chercheurs de talent, et bien ramener, je dirais, toute cette intelligence-là dans une dynamique de construction de modèles nouveaux. Et qu'est-ce qu'il faut? Juste un idéal de civilisation. L'Afrique a juste besoin d'un idéal de civilisation. Mais est-ce que le nouveau modèle dont vous parlez sera fait par et pour les Africains? C'est ça, sans interférence extérieure. C'est-à-dire que il faut impulser cette réflexion nouvelle dans la puissance de ce que c'est que le génie africain. Parce que si on n'a pas expliqué ça clairement, c'est vrai que certains vont avoir des doutes et des hésitations. Mais quand vous faites la démonstration du génie africain, un génie qui n'a jamais été dépassé, les gens vous parlent de Max Planck, les gens vous parlent de Einstein, de trucs, mais attendez, vous allez voir une confrérie initiatique, mais il y a des sciences dans ce qui est réalisé qui dépassent même l'imagination d'Einstein et compagnie. Je dirais que là, pour le moment, le but du jeu, c'est de ramener tous ceux qui sont en hors-sol, c'est-à-dire ceux qui ont étudié à l'université, et on leur a fait croire que le miroir et aux alouettes se trouve à l'extérieur du continent africain en matière d'intelligence, leur montrer que l'intelligence est chez maman, elle est à la maison. C'est ça le fondement. Et ramener tout le monde à la maison de manière à faire en sorte que le développement soit véritablement arrimé sur les puissances et les forces endogènes du continent. C'est ça qui est très important. Est-ce qu'on a déjà un pronostic, puisque le regard de
la diaspora est tourné vers le Mali, qui sert un peu de modèle sur cette émancipation. Est-ce que vous pensez effectivement que ce processus-là arrivera à terme ou que la France arrivera à remettre la main sur cet État? Je pense que il y a un processus qui est engagé. Il y a un processus qui est engagé au Bénin. On voit qu'il y a un processus très très fort qui est engagé. Et ne serait-ce que les conférences que j'ai eu l'occasion de faire dans des instituts privés ou à l'université ou aussi dans des cadres très privés au niveau de certains responsables pédagogiques ou même les émissions que j'ai fait à la télévision avec des journalistes qui ont voulu creuser un peu tout ça en termes de réflexion, eh bien, ça montre bien qu'il y a là quelque chose de fort. Et moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup marqué, justement, c'est à l'image, c'est que nos émissions sont traduites dans les langues maternelles. Si on peut voir justement le document... Ils traduisent oui, carrément. Le document le 00 que j'ai amené, qui est une traduction en co de nos émissions. C'est intéressant. C'est une petite séquence, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà. On y va. Apone bale nyona woni kan na ko krana ha wulki mi roma ko sabe annara son ka wakali la tan kamen fola wodi ani ki ko kamen fola sai kalbu nyona ko jura ikalo me ne tamino bela ketali idalan trimi me kala la kukan ka be itali se itelama wala na tunya idaka. Voilà, donc c'est intéressant. Traduction. Et donc j'ai pu rencontrer le monsieur qui fait les traductions. Donc, incroyable. Dans différents pays, il y a comme ça des traductions et des ouvrages. Non, moi je suis, si vous voulez vous expliquer quelque chose, il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que vous savez, pour entrer dans une maison, il faut connaître la porte d'entrée. Et là, la grande maison des humanités classiques africaines, la maison de cet idéal de civilisation, il y a une porte d'entrée, il faut pouvoir y rentrer. Et à partir de ce moment-là, il faut pouvoir expliquer pourquoi telle réalité, qui est partie de bonnes intentions, n'est quand même pas arrimée à l'objectif qui est de coller aux humanités classiques africaines. Alors c'est vrai que le fait d'avoir visité des musées, le fait d'avoir visité des lieux, d'avoir pu discuter après avec des responsables de gouvernement, donc ministre de la Culture, donc de parler directement de la façon dont les musées sont constitués, hein, ce sont des choses sur lesquelles il faut bien faire prendre conscience aux responsables que le musée est un espace de fierté. Alors c'est vrai qu'avec l'espèce de truc à dormir debout qu'on a ici qui s'appelle le Memorial Act, qui est du grand n'importe quoi, on est très loin de cela. Mais il faut pas beaucoup de fierté à tirer de ça. Non, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, c'est... Bon, la chose, c'est que le musée est un espace de fierté, d'accord? Et Paul Ricoeur disait que le but de l'histoire, c'est de ramener dans l'objectivité des peuples du passé qui ont été victimes d'un certain nombre de traumatismes dus à des conquêtes de prédation extérieure. Donc, qui fait que là-dessus, il y a tout ce travail aussi qui m'a été demandé. Donc, il y a aussi le fait que je vais devoir repartir. Donc, il va devenir fréquent, je pense. Voilà, il y a aussi un colloque important qui se fait avec une branche de l'UNESCO très bientôt. Donc, il va falloir que j'aille y participer puisque j'ai reçu la lettre d'invitation. Et c'est vrai que ce sont des thèmes très importants. C'est-à-dire, véritablement, lancer la dynamique de la réflexion moderne africaine. C'est-à-dire comment sortir... Parce que, vous savez, la réflexion africaine, on ne peut pas la comparer à un autre type de réflexion. C'est ça la chose. C'est-à-dire que si vous partiez du principe qu'on va essayer de la rapprocher de la pensée européenne ou la rapprocher de la... C'est comme un masque. Le masque africain n'a pas pour vocation d'être posé sur un mur. Lui, c'est-à-dire en face, on voit un objet d'art. De l'autre côté, c'est une réalité vivante, spirituelle, qui abrite une énergie qui se manifeste dans la création. Cette énergie, elle a une manifestation dans la création à des moments précis. C'est ça qu'on appelle le cycle et la séquence. Donc à partir de ce moment-là, cette réalité demande un matériau qui a une qualité vibratoire qui correspond à la réalité invisible qui se manifeste dans la chose. Donc vous voyez que on n'est pas du tout là pour expliquer les choses comme ça se fait ailleurs. Il faut avoir une herméneutique africaine d'explication de ce que c'est que notre culture. Et ça, c'est très important. J'en parle pour le Goroka. Mais il y a tout un travail de fond à faire, de manière à faire en sorte que nous puissions voir que c'est de l'astronomie, c'est de l'informatique, c'est des mathématiques fractales, mais c'est aussi de la circulation énergétique. C'est toute une série de choses.
C'est ça, mais aussi ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je décris, pour moi, la chose qui représente le plus notre culture, c'est la fleur de vie. Cette fleur de vie aussi osirienne qu'on voit au temple d'Abydos, qui est donc un certain nombre de cercles concentriques. Et en fait, ce cercle-là est dans ça, mais aussi dans l'autre chose. Ah ben c'est ça, notre réalité, elle n'est pas dans le cloisonnement, mais le but du jeu, c'est de ramener tout dans une harmonique qui permet de maintenir l'équilibre. Et c'est ça qui est important. Un équilibre vers lequel on est censé tendre avec le changement d'air. Oui. Et avant de venir en deuxième partie avec le cours du jour, je voulais avoir votre sentiment quand même sur le départ de la reine Elisabeth II. Oui, effectivement, c'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut bien comprendre que il y a... et ça vraiment, je suis... vous savez, il y a des choses qui sont très importantes qui se passent en ce moment parce que nous ne sommes pas nombreux dans l'histoire de l'humanité à avoir pu vivre un changement d'air. Nous sommes en plein dans ce qu'on appelle le changement d'air. Voyez ? Et donc, les énergies qui ont cristallisé les déséquilibres totalement inhumains de l'ère des poissons, donc avec tout ce qui représente cette dynamique historique de prédation, il faut savoir que dans l'ère dans laquelle nous sommes, l'ère du Verseau, il n'y a pas de possibilité d'expression de ces énergies parce que la fréquence, elle a changé. Vous voyez, la fréquence cosmotellurique, c'est-à-dire le lien entre le ciel et la terre, a considérablement changé. Et donc, il faut bien comprendre que moi, j'en veux aux artistes de parler d'inspiration. Or, l'inspiration, elle peut être de basse fréquence, du bas astral, comme du haut astral. Et ils n'ont pas de système de vérification pour savoir est-ce que c'est du bas ou est-ce que c'est du haut. Pourquoi ? Parce que vous avez des entités de bas astral qui concernent l'ère des poissons, qui veulent passer dans l'ère du Verseau. Et donc l'artiste, comme il va cristalliser sur une toile ou dans une œuvre certaines énergies, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ces énergies-là vont pouvoir passer de la dimension invisible au visible, et il ne se rend pas compte de la responsabilité qu'il a en ce moment lorsqu'il fait une œuvre d'art. C'est-à-dire on ne peut plus faire les œuvres d'art à la Wallagen. Et donc, par rapport à la problématique de l'actualité et le départ de la reine d'Angleterre, vous savez que la reine d'Angleterre cristallisait beaucoup de négativité dans l'histoire de l'humanité. C'était le symbole de l'empire colonial. C'est-à-dire c'est l'empire colonial anglais qui a détruit l'humanité, qui a saccagé des peuples, on connaît tout ce qui s'est passé au Zimbabwe, un peu partout et ailleurs. En Australie aussi, les aborigènes. L'Afrique du Sud et ailleurs, dans la Caraïbe aussi. Donc la chose, c'est que, vous voyez, maintenant, il fallait mettre une fin de non-recevoir à cette vibration-là. Donc la vibration, elle va rendre ses comptes, mais tout simplement parce que il y a des choses qui ne sont plus compatibles à l'ère dans laquelle nous allons rentrer. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, quand on voit l'importance que nos ancêtres ont accordé à ces périodes de transition, lorsqu'on voit les énormes changements qui se sont produits dans l'histoire de l'humanité dans ces périodes-là, il faut bien comprendre qu'il faut aussi que l'humain fasse son changement d'état, c'est-à-dire son arrimage à cette nouvelle fréquence. C'est vrai que nous parlons de spiritualité et pas de religion. Donc, naturellement, je dirais, les tenants de la religion sont obligés de rester dans l'escroquerie intellectuelle parce que le soleil n'étant plus dans la maison des poissons, ça éclaire ni le poisson ni la Vierge. Voyez ? Donc, qui fait que, normalement, c'est une affaire qui a fait banqueroute. Mais la chose, c'est que, vous voyez, la dimension africaine, c'est de préparer les cycles nouveaux. C'est-à-dire qu'on rentre dans un cycle, mais on prépare déjà le cycle nouveau. Et là, il s'agit d'un cycle de 2160 ans. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est relativement important. Maintenant, ça va avoir des répercussions sur le monde entier. Parce qu'au moment où vous voyez que la monnaie européenne est en train de passer sous le dollar, les Européens avaient besoin, parce que vous savez que la plus grande grève européenne se prépare aussi au niveau de l'Angleterre. Il se passe des choses énormes, puisque les Anglais ont déjà dit... On en parle très peu dans l'actualité française. On en parle très peu, mais c'est très peu. Il faut savoir que la pétition, c'est des centaines de milliers de personnes qui l'ont déjà signée, qui vont refuser de payer la facture d'électricité et les factures de gaz. Oui. Donc, ça veut dire que là, nous allons tout simplement à une implosion de la société anglaise, comme ça va se passer très probablement aussi en Allemagne, puisqu'il y a des choses ils ont des grèves quasiment tous les jours. Tout ça est encore en train de couver au niveau de la France, parce que là, on était seulement aux gilets jaunes, mais on va pas tarder à arriver aux gilets rouges.
Parce que les gilets jaunes, pour une augmentation de 1 euro, je ne sais pas qu'est-ce que ça va représenter, des augmentations de plus de 1000, 2000, 3000 euros. Ça va être sur des factures. Non, ça va être quelque chose. Donc les gilets vont virer au rouge. Donc tout ça pour dire que la réalité, aujourd'hui, c'est qu'elle est très positive pour l'Afrique. Elle est trop positive pour l'Afrique parce que l'Afrique doit utiliser ce grand moment comme un moment de réflexion pour fonder son idéal civilisationnel arrimé sur la dynamique future. Il y a des nouveaux partenaires. Ces partenaires ont compris aussi les enjeux. Vous voyez comment les Occidentaux, quand ils vont chercher leurs matières premières à l'extérieur, ils se heurtent en fait à des fins de non-recevoir. Oui. Et ils n'avaient pas l'habitude de tout cela. Exactement. Vous voyez. Exactement. Et leur arrogance et leur mépris pour l'humanité du Sud, parce qu'il faut bien comprendre une chose, nous étions dans une problématique très simple, ce que Aimé Césaire appelait le mépris des populations du Sud qui pourtant alimentent l'Europe en énergie stratégique. Et si les entreprises européennes ne sont pas compétitives au niveau de l'achat de leur énergie pour faire fonctionner toute la production industrielle européenne, vous voyez bien que le système, il est pratiquement en train de faire banqueroute. Donc là, je dirais que les choses, je ne dirais pas que les choses sérieuses ont commencé avec le décès de Mme Thatcher, puisque les choses sérieuses ont déjà commencé, mais ça montre bien aux gens... C'est un marqueur, quand même. C'est un marqueur. Je dis que là, vraiment, il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le fonctionnement occulte aussi de ces familles royales occidentales. D'accord ? Beaucoup de choses sont cachées, mais ça veut dire aussi que ces choses n'avaient pas pour vocation de poursuivre leur réalité dans le monde des Verseaux. On se quitte pour une page de publicité et on revient en plateau avec Nusire Kalala Omotunde. De retour sur le plateau du jeudi Anthropologie, nous sommes toujours avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusire Kalala Omotunde. On a fini de parler un petit peu de son tour de l'Afrique, puisqu'il a été plusieurs pays, c'est vrai. Dans plusieurs pays, dispenser un peu les cours que vous réalisez un peu sur le plateau. Totalement. Vous avez été réalisé aussi d'autres réalités. Et beaucoup d'autres réalités, beaucoup de rencontres aussi qui seront porteuses pour l'avenir, notamment avec la jeunesse. Et pour cette deuxième partie, eh bien, on en revient au cours de la semaine. Voilà, je voulais aborder la problématique vraiment de l'histoire africaine, de la préhistoire de l'Europe. Parce que les émissions précédentes que nous avons eu l'occasion de faire ont suscité beaucoup de réflexions. Et je pense qu'il faut bien expliquer quelque chose, d'accord, qui est fondamental. Lorsque les Européens parlent de leur préhistoire, ils ne sont pas concernés par les matériaux. Ils ne sont pas concernés. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. Ils ne sont pas concernés. C'est le patrimoine de l'Afrique, c'est le patrimoine des Africains. Et la chose, c'est que les musées de la préhistoire doivent être occupés aussi par les Africains. Il faut que tout le monde noir, les personnes d'ascendance africaine, aillent avec leurs enfants dans les musées de la préhistoire, parce qu'ils verront là, justement, des statuettes qui représentent des hommes, des femmes, surtout des femmes africaines, mais c'est de voir la technicité de l'Afrique, donc à l'époque du Paléolithique, donc dès 40 000 ans, puisque l'arrivée et l'installation en Europe, c'est cette date-là. Si on peut voir déjà d'ailleurs le premier document, et ça donnera le là. Les salles du musée d'Aquitaine avaient été inaugurées pour la première fois en 1991. Et donc en 22 ans, la muséographie n'avait absolument pas changé, ce qui fait qu'elle était devenue complètement désuète et obsolète. Et surtout, le discours scientifique avait varié, évolué. Et donc il fallait absolument remettre tout ça au goût du jour. On a décidé donc d'alléger les présentations et de les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus pédagogiques, afin de toucher un public qui était avant plutôt un public de spécialistes. Maintenant, on est vraiment sur le grand public, les familles, les scolaires et tous ceux qui ne connaissent absolument rien en préhistoire. Il s'agit de la Vénus à la corne découverte sur le site de Lossel. On l'appelle parfois simplement Vénus de Lossel. Elle a été découverte en 1911 à la pelle et à la pioche. C'était les conditions de découverte de l'époque, ce qui explique notamment les coups qu'elle a reçus sur les bras. Elle a 25 000 ans. Elle est datée du Gravétien et ça représente donc une femme ayant enfanté plusieurs fois avec les seins tombants, des hanches larges et un ventre proéminent. Ce sont vraiment les parties du corps que l'homme préhistorique a voulu mettre en valeur puisqu'elles sont disproportionnées par rapport à un corps normal. Autre particularité, le visage n'a jamais été travaillé. C'est un principe dans cet art préhistorique, il y a très peu de visage humain.
Les pieds, c'est la même chose, ça ne les intéresse pas, ils ne les font pas. Les mains sont très rarement représentées. La Vénus de l'Ocel a été découverte sur un énorme bloc qui faisait plusieurs tonnes. Il a été découpé pour pouvoir être envoyé à Bordeaux. Et il a fait extrêmement parler de lui. C'est l'objet le plus connu du musée d'Aquitaine. Ils avaient déjà une bonne technicité quand même il y a 25 000 ans. Alors, ce qui est important de comprendre et de voir ici, et cela concerne directement les enseignants et les enfants, c'est-à-dire que les matériaux qu'on présente dans les manuels scolaires, donc à propos des hommes ayant fait ces œuvres-là, si on peut voir le document numéro 2 et me laisser le son, vous voyez, il y a justement une tentative de mystification sur cette période d'histoire. Donc c'est la deuxième image. On veut les images sans le son, s'il te plaît, Yann. Voilà. On va faire un off dessus. Vous voyez, homme de l'Aurignacien, qu'est-ce que vous constatez? Reconstitution achevée. Alors c'est vrai que lorsque l'enfant voit ça, lorsque les parents voient ça et l'enseignant voit ça, il se dit, bon, ben ça ne nous concerne pas. D'accord? Donc voilà comment l'Europe, c'est-à-dire l'intelligentsia européenne, essaye de mystifier le monde africain en présentant des faux documents, parce que ça, c'est du faux et usage de faux. Si on peut voir l'image suivante, nous allons, voilà, regardez, nous sommes au musée de paléontologie de Monaco, et vous avez l'homme de Grimaldi. L'homme de Grimaldi, c'est ce qu'on appelle le Cro-Magnon aujourd'hui, mais c'est le premier homme moderne à être entré en Afrique. Regardez, il est en train de sculpter la Vénus de l'Ocel. Et qui a fait ça? C'est Constant Roux. Constant Roux, c'est un immense sculpteur qui a reçu plusieurs prix, et ça a été sculpté à l'entrée, donc dans la façade de l'Institut de paléontologie humaine de Monaco. Mais regardez le personnage. Donc, on vous fait les cheveux crépus, on voit, vous voyez très bien que ça montre bien qu'il y a ici une réalité que l'on sait, et l'image précédente, c'est une réalité que l'on cache. Et on essaye d'imposer une vision raciologique de l'histoire que ne révèle pas les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent que ces matériaux-là sont des matériaux africains. Ils ont été réalisés par des Africains. C'est-à-dire quand l'homme noir, la femme noire se sont installés en Europe. Ça, c'est important de le comprendre. Si on peut voir l'image suivante, alors, voyez le type de Grimaldi. Regardez la chose. Quand vous prenez le que c'est, Genèse de l'humanité, Verneau leur a reconnu un certain nombre de caractères négroïdes et les a décrits sous le nom de race de Grimaldi. D'accord? Puisque c'est la région de Grimaldi, nous sommes à Monaco. Et il vous dit, il ne faut pas oublier que nous avons trouvé chez les hommes de Cro-Magnon eux-mêmes, dans les proportions de leurs membres, notamment des caractères qui rappelaient ou même exagéraient ceux des nègres. Parce que comme ils n'arrivaient pas à s'en sortir, en fait, on a tout mélangé, c'est-à-dire on a tout créé, l'homme de Cro-Magnon. Voyez? Et enfin, depuis longtemps, Verneau a montré la survivance actuelle dans le sud de l'Europe d'individus à caractère de crânien négroïde. Donc vous voyez bien que là-dessus, nous sommes dans le que sais-je. Comment, sur la base d'un travail qui a été fait pour produire ce document-là, on vous montre une espèce de blond avec ses cheveux bouclés, représentant l'Aurignacien, alors que l'Aurignacien, on sait que c'est le fondement même, c'est le type de Grimaldi au niveau de l'humanité. Donc vous voyez que là, il y a mystification. Si on peut voir le document suivant, vous voyez ici, dans les documents, on vous met homme de Cro-Magnon, homme de Grimaldi. Musée d'anthropologie préhistorique. On mélange tout le monde. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est pour doyer le poisson. Créer vraiment, ouais, voilà. Le poisson, clairement. C'est pour doyer le poisson et faire en sorte qu'on n'y comprenne plus rien. Vous voyez? Puisque là, vous voyez bien, c'est marqué homme de Grimaldi, et je vous ai montré que l'homme de Grimaldi, tout le monde a reconnu que c'était un Africain. Donc, il faut que la jeunesse africaine et que l'Afrique revendique ce patrimoine-là. D'accord? Il faut revendiquer ce patrimoine-là. Ce n'est pas un patrimoine européen. C'est-à-dire, c'est pas un patrimoine caucasien. C'est un patrimoine donc qui vient véritablement du continent. Si on peut voir l'image suivante, vous regardez ici. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais je tiens quand même à rappeler que la statuette de Brassem Pouy, qui date de 22 000, de l'ère ancienne africaine, regardez ce que dit Édouard Piette, qui l'a découverte. Tête de femme à visage de forme mongolique, coiffée d'une perruque formant capuche, ressemblant à celle des Égyptiens des temps pharaoniques. Donc vous voyez bien que le cher ami savait déjà qu'il avait affaire à des personnages qui venaient du continent africain et qu'il reconnaît dans la coiffure les mêmes coiffures qui sont au musée du Louvre au niveau du département d'égyptologie et les statuettes des reines et des princesses de l'Égypte. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses extraordinaires. Donc c'est là pendant l'âge du règne, donc c'est un ouvrage
donc où il a présenté tout ce qu'il a trouvé, puisque c'était un amoureux des fouilles archéologiques. Et donc on voit bien que on veut bien, je dirais, qu'on s'amuse, mais il y a un moment, l'Académie doit comprendre aussi que sur ce type de recherche-là, il faut des équipes de chercheurs européens et de chercheurs africains. Parce que l'Européen ne va pas nous imposer son discours totalement fallacieux, parce qu'il fait du faux et de l'usage de faux. Et que pour retrouver une objectivité scientifique, il faut que les équipes de paléontologues africains rencontrent des paléontologues européens et on se met d'accord sur la réalité de l'artefact. Ou au moins des scientifiques de bonne foi. C'est-à-dire, non, je vais vous dire une chose. Mettons des scientifiques africains non payés par les Occidentaux, parce que s'ils sont encore payés par les Occidentaux, on va avoir de la farce et de la trappe. Très bien. On sait à qui on a affaire. Est-ce qu'on peut passer au document suivant? Voilà. Donc, quand on parle de culture aurignacienne, donc cette présence de ces Noirs en Europe, regardez la taille de l'expansion. Vous voyez, et encore, par musétude, ils n'ont même pas mis l'apanage de ceux qui se trouvent sur le sol anglais. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, moins 35 000 à moins 26 000, regardez comment l'expansion de cette culture. Donc, quand vous voyez cela avec les points rouges, c'est des Noirs qui ont fait tout ça. Hein. Moi, quand je dis que c'est des Noirs qui étaient en Europe et qui ont façonné toutes les œuvres d'art de la préhistoire, on va discuter de quoi? Vous avez même dit que Rome était déjà là, même avant les Romains. Bien sûr, mais regardez, mais vous avez déjà, à cette époque-là, vous avez déjà tout le bassin italien déjà occupé. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre cela, parce que sur des documents comme celui-là, on voit bien qu'il y a dans cette migration africaine pour partir, donc conquérir le monde entier, des hommes qui partent avec des maîtrises techniques. Enfin, vous avez vu tout à l'heure au musée les vases qui sont réalisés, les objets, les sculptures. Donc c'est vraiment très important de comprendre que c'est pas le petit zozo dont on vous parle, qui est entre l'homme primitif en train de s'amuser et chanter sous les bois. Non, là on a affaire à quelqu'un qui maîtrise des outils. Vous avez vu tout à l'heure l'ocre. On vous a montré l'ocre dans le musée. Cet ocre-là vient de Zambie. La datation, c'est 350 000 ans. Ah oui. C'est 350 000 ans, parce qu'on vous montre les grottes de Lascaux, le grotte de Chauvet. Tous ces grottes-là ont été faites par des Africains. Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit pas. Pour faire une peinture, il faut avoir les couleurs, non? Il faut maîtriser la fabrication des pigments. Le berceau de la fabrication des pigments, c'est la Zambie en 350 000. Mais tout le monde reconnaît que c'est le berceau de l'art. Le berceau de l'art, c'est la Zambie. Et donc, le savoir réaliser les couleurs et les variations de couleurs avec les ocres et tous ces oxydes qu'on a, c'est parti de là. Et c'est avec cette connaissance-là que l'homme s'est mis à faire des peintures à travers le monde. Mais la chose, c'est que tu peux raconter ça en faisant comme si c'est en Europe qui va découvrir. Mais non, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. C'est pour ça qu'il faut mutualiser les équipes, entre des équipes africaines et des équipes européennes, pour arrêter le grand délire. Parce que ça aussi, c'est très important. Mais il n'y a même pas matière à débat, puisqu'on sait que l'occidental, finalement, le caucasien, est apparu il y a 6 000 ans. Mais la chose, c'est qu'il vient d'un berceau qui est le lac Baïkal. Pourquoi il ne nous montre pas ce qu'il a fait dans le lac Baïkal? C'est quand même pas notre faute s'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le lac Baïkal qui est son berceau, et il vient s'inventer des berceaux chez les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, on a un problème sérieux avec les peuples d'ascendance nomade. C'est les plus turbulents de l'humanité. Est-ce que vous savez pourquoi les nomades sont les plus turbulents de l'humanité? C'est-à-dire les Européens, les Juifs et les Arabes. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'agriculture. L'agriculture, quand vous mettez une graine en terre, c'est pas le lendemain que faut ça patienter, pousse. faut prendre la patience. Voilà, faut arroser, envoyer. Donc ça oblige l'homme à être patient. Ça oblige, vous voyez, c'est l'agriculture qui a discipliné l'homme. Et ceux qui n'ont pas fait l'agriculture jusqu'à aujourd'hui sont des turbulents qui passent leur temps à faire la guerre et à vociférer sur et dans la convoitise de ce que l'autre a. On peut le constater avec l'actualité. C'est-à-dire que les études au niveau anthropologique, les experts savent bien, mais comme ils sont dedans aussi, puisqu'ils font partie des peuples d'ascendance nomadique, ils ont du mal à expliquer leur comportement actuel. Mais c'est des turbulents. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont des gens qui sont turbulents. Les gars descendent en Afrique, font des discours, mais au-delà du réel. C'est-à-dire qu'ils racontent des choses qui dépassent l'entendement, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique subsaharienne, on a des discours qui sont au-delà du réel. Vous avez entendu les politiques français justement accuser par exemple Vladimir Poutine ou la Russie d'être un pays colonisateur? Mais oui, justement, en fait, venir dire ça au Cameroun, un pays qui a été napalisé par l'armée française, c'est quand même, c'est au-delà du réel cette affaire. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que le logiciel de mise à jour de l'histoire a été fait dans la tête de certains quand ils viennent faire des déclarations d'Afrique?
Non, mais là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais si on peut aller vers le document suivant, parce que c'est vrai que le temps passe, c'est intéressant de voir justement la richesse de ces matériaux et d'arriver à comprendre à quel point les réalisations africaines en terre européenne sont importantes pour l'humanité. Regardez ceci. Vous voyez ici, tout Européen qui voit ça sait qu'il a affaire à une femme africaine. Ah ben, Et vous savez pourquoi? À cause de la Vénus. je pense que non, là, le monde entier, c'est... Bon. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La chose qu'on constate, c'est qu'on a plus de représentation de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que à cette époque-là, Dieu était perçu comme une femme. Ah, oui. On disait notre mère et pas notre père, tout simplement. Et je dirais, il y avait cette connaissance que la réalité du féminin dupliquant les forces du masculin et du féminin, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'humanité perdure, c'est parce qu'il y a la femme qui fait un enfant pour son mari et un enfant pour elle. Donc on n'a jamais vu une femme sortir du ventre d'un homme. Donc à partir de ce moment-là, comme il y a cette primauté de la femme dans à la fois les connexions avec la création, parce que vous savez que maintenant on est en train de découvrir que beaucoup d'artistes de la préhistoire étaient des femmes, puisqu'on a parlé de l'homme de la préhistoire comme si la femme n'était pas là. C'est vrai. Vous avez que des représentations de femmes et on vous parle de l'homme de la préhistoire. Ces gens-là ont un problème. Donc, ce qui veut dire que, en fait, dans les spiritualités de l'époque, c'était le matriarcat qui l'emportait. Maintenant, si on peut voir le document suivant, vous allez voir quelque chose d'assez poignant. L'étude de l'ensemble de ces Vénus démontre des caractéristiques récurrentes. Comme on peut le voir ici, la première de ces caractéristiques est la nudité. Il y a aussi la simplification des traits du visage, voire l'absence de personnification, hormis pour la Vénus de Bras-Saint-Pouille que l'on voit juste ici. On constate aussi une atrophie ou une absence des extrémités des membres et la surexpression des caractères sexuels féminins. À la fin du XIXe siècle, les études sur la préhistoire en sont à leur balbutiement. Très peu de squelettes sont mis au jour. Il est donc difficile de brosser un portrait morphologique de ces populations préhistoriques. Les Vénus sont alors l'une des seules sources de documentation. Ainsi, quelques préhistoriens, notamment Édouard Piette, découvreur de la Vénus de Bras-Saint-Pouille, pensent que ces représentations sont le reflet de la réalité du corps de la femme préhistorique. Cette théorie s'inspire des études ethnographiques réalisées à cette époque sur différentes populations africaines. On peut citer le célèbre exemple des Vénus Hottentotes, exhibées dans les salons et événements européens. La plus célèbre d'entre elles est Starji Bartman, une femme Khoisan réduite en esclavage. Elle passera sa vie à être étudiée et observée car elle présentait une morphologie très particulière dite stéatopige, c'est-à-dire présentant un postérieur très proéminent. Cette similitude morphologique entre les femmes africaines dites primitives et les statuettes préhistoriques féminines font sens et viennent appuyer la théorie spéculative de la représentation réaliste de ces Vénus défendue par Édouard Piette. Voilà. Et vous voyez, derrière elle, il y a une photo qui représente une femme européenne de l'époque. Donc vous voyez, la chose, c'est que vous sentez les zones nauséabondes de l'escroquerie intellectuelle. Il y a une malhonnêteté intellectuelle. Il y a une malhonnêteté à tous les niveaux. C'est vraiment flagrant. Puisque nous, quand même, on sait reconnaître des noirs quand on en voit dans des œuvres artistiques. Quand c'est un homme ou une femme, tout de suite on voit et on peut le démontrer, on peut l'expliquer. Est-ce qu'on a le temps de voir un petit document suivant? Un tout petit, allons-y. Voilà, je crois que c'est une... Est-ce qu'on a le temps? 2 minutes? Oui, je pense qu'on va... Oui. Voilà. Alors, oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir? On aura l'occasion. Bon, restons là-dessus. Restons sur la deuxième image. La deuxième on va image. revenir là-dessus parce que ça, c'est un peu long. Voilà. Vous voyez, on parle de Dame à la capuche et on vous dit que... alors, ce qu'on m'a dit, certains ont dit que oui, mais c'est réalisé à partir des coquillages. Bon, la femme que vous avez vue, c'est une posture mortuaire. Mais là, vous avez quelqu'un représenté de son vivant. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette capuche-là, c'est pas des coquillages. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tout le monde s'amuse, parce que tout le monde voit bien qu'il s'agit de tresses africaines, mais on ne sait pas comment broyer le poisson et nous raconter des sornettes. Voyez, et le visage même n'a rien à voir avec le visage de l'homme et de la femme de Grimaldi. Donc, tout ça pour expliquer que moi, je veux, et pour moi c'est important, qu'on arrête ce cloisonnement racial de l'humanité,
Hein. Il faut bien voir que les Européens, donc les Caucasiens, sont des envahisseurs de ce continent. Il y avait des populations africaines qui vivaient là et qui sont les auteurs, et les auteurs ES, puisque les femmes aussi ont réalisé des œuvres et ont fait aussi des peintures. Eh ben, il faut aller apprécier ça, tout cela dans les musées. Il faut aller voir ces grottes, les œuvres qui sont réalisées, et comprendre que voilà un patrimoine qu'il faut tout simplement mettre au niveau de l'Afrique, parce que ça ne concerne pas donc les Européens. Merci beaucoup, Kalala, de lever le voile effectivement sur toutes ces arnaques qu'on a subies pendant des années et qui nous ont fait effectivement nous éloigner de notre culture et des musées dont vous parlez beaucoup depuis qu'on a commencé à faire des émissions. Vous conseillez beaucoup de se rendre dans les musées. Je suis très content de voir que de plus en plus les enfants disent aux parents, voilà, Omotunde a dit, il faut aller au musée, je veux aller au musée. C'est-à-dire, peu importe la ville dans laquelle on est, les parents vont faire des courses, vont dans les centres commerciaux, on va au cinéma, mais il faut aussi amener les enfants dans les musées. Il y a une obligation, quand on se déplace, on doit amener les enfants dans les musées locaux, pas les parcs d'attractions. On parle des musées. Les musées d'abord, les parcs d'attractions après. Merci beaucoup, Kalala, pour ce nouveau cours. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeudi anthropologie. Bisous, bisous.